durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons les achats responsables au cœur de l'Europe. Nous sommes à Mont-Saint-Martin, en Meurthe-et-Moselle, tout près des frontières belges, luxembourgeoises et allemandes, et ce n'est pas un hasard, puisque c'est ici que se déroulait jeudi 6 juin 2019 la première convention d'affaires transfrontalière des achats responsables. Nous sommes avec le gérant d'Ecotransfer, coordinateur du cluster de l'économie sociale et solidaire de la Grande Région, organisateur de cette convention. Durablement Vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Bernard Lahure, bonjour. Bonjour. Bernard Lahure, une convention d'affaires, les initiés connaissent, mais pas forcément tout le monde. Une convention d'affaires, c'est quoi ? Une convention d'affaires, c'est mettre ensemble des entreprises pour les faire travailler ensemble. De manière très succincte, c'est ça. Et la particularité de la convention d'affaires ici, c'est qu'on met des entreprises de l'économie classique en relation avec des entreprises de l'économie sociale et solidaire pour que chacun puisse satisfaire ses besoins en termes de développement durable, d'engagement, de réinsertion. Voilà, c'est ça. Donc une convention d'affaires, c'est faire des affaires ensemble. Et même question concernant l'économie sociale et solidaire, le concept commence à faire son chemin, mais pour autant tout le monde ne connaît pas. En deux mots, Bernard Lahure. En deux mots, c'est vraiment... Allez, en deux mots, on peut dire que l'économie sociale et solidaire, c'est l'économie qui a un impact sur son territoire au plus proche des habitants. Si on veut résumer, c'est ça. Après, on peut toujours faire plus long, mais voilà, l'économie sociale et solidaire, c'est l'économie qui prend en compte son territoire et qui réinvestit sur son territoire. C'est de l'économie au sens étymologique du terme, finalement. On revient aux fondamentaux de l'économie qui sont tendance peut-être à trop s'éloigner du financier, non ? Non, c'est ça, justement. On fait de l'économie et pas du financier. Et l'économie, c'est bien le développement local. Et c'est ce que tu viens de dire. C'est vrai, on s'appuie sur les capacités d'un territoire à se développer pour mettre en place des modèles économiques et faire que la valeur ajoutée qui est créée localement reste localement, crée de l'emploi et n'aille pas valoriser des cours en bourse. Voilà, c'est tout. Nous sommes d'accord. Alors nous sommes ici à Mont-Saint-Martin. C'est tout près de Longwy, en Meurthe-et-Moselle. Le choix de Mont-Saint-Martin, Bernard Lahure, n'est pas un hasard, puisque ça permet évidemment de faire venir des intervenants et des entreprises d'Allemagne, de Belgique, de France, de Luxembourg. Combien de personnes aujourd'hui ? Qui sont-ils et pourquoi viennent-ils ? Alors combien de personnes ? On avait 140 inscrits, une centaine d'entreprises, sont présentes 90 entreprises. On avait pratiquement 120 personnes à la table ronde ce matin. Alors qui sont-ils ? On n'a pas fait vraiment une analyse statistique de qui ils sont, mais on retrouve des entreprises, des circuits courts alimentaires, on retrouve des entreprises de soutien à la mise en place d'entrepreneurs locaux en ESS, on va y retrouver des entreprises de services, voilà, tout ce monde-là est présent. Avec une majorité de Français aujourd'hui, mais on a aussi pas mal de Luxembourgeois de présents, de Belges. Comme on était quand même sur une conférence francophone, on a quelques Allemands parce que l'Allemagne... J'ai compté, ils sont deux. Oui, parce qu'en fait, c'est le début. Ce sont deux représentants allemands qui veulent accueillir la convention d'affaires l'année prochaine en Sarre et qui fait que on va peut-être travailler une année sur deux à faire que la convention soit une fois germanophone, une fois francophone, pour marquer justement l'esprit de la grande région, qui est ce territoire qui inclut l'Allemagne, et il ne faut pas l'oublier, quoi. D'autant que les frontières sont quasi inexistantes ici. On traverse, on change de pays à pied sec, on ne s'en rend même pas compte. Et pour autant, il y a des législations, il y a des pratiques, il y a des vocabulaires très différents finalement. En fait, la libre circulation des consommateurs, des personnes, elle est un fait tous les jours. Il y a 8000 personnes qui passent la frontière tous les jours ici. Le maire de Mont-Saint-Martin le rappelait, on peut avoir 1 heure de bouchon pour faire 10 km le matin ici. Les gens n'ont pas l'impression, mais ça ressemble à Paris. Donc on voit que c'est présent. Et là, il n'y a aucun souci. Mais dès qu'on veut mettre 2 entreprises qui travaillent dans la déconstruction, 2 entreprises qui travaillent dans l'alimentaire ensemble, venant de 2 territoires différents, les problèmes législatifs sont énormes. On a une réunion... Et culturels. Mais législatifs sont déjà une grosse part. On a eu une réunion mardi où on travaillait un peu, on parlait de circuits courts alimentaires. Aujourd'hui, on produit des très bons vins en Sarre, des très bons vins en Moselle, des très bons vins à Luxembourg. Sauf qu'on ne peut pas envoyer un carton... Une personne ne peut pas commander une bouteille de vin au Luxembourg, une bouteille de vin en Sarre, une bouteille de vin en Moselle et les recevoir en Meurthe-et-Moselle.
Ce n'est juridiquement pas possible et pourtant on est en Europe. Parce que problème d'accise, problème de choses comme ça. Une entreprise française qui veut aller traiter de la démolition, de la déconstruction de bâtiments au Luxembourg, c'est très compliqué parce qu'il faut telle autorisation, telle chose. Donc on voit bien que les marchés s'autoprotègent, il y a un certain nombre de choses. Et ça va être le travail du cluster, justement, d'aider les gens, pas à lever ces problématiques-là, mais au moins à les aborder pour amener des solutions. Vous faites finalement, à travers l'économie sociale et solidaire, vous êtes en train de construire l'Europe véritablement. Vous évoquez le cluster économie sociale et solidaire grande région. Je rappelle que vous êtes le coordinateur, Bernard Lahure. Un cluster, j'arrête pas de vous poser des questions pour avoir des définitions. On a compris ce que c'est que l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce qu'un cluster et qu'est-ce que cette grande région? La grande région, les personnes qui la connaissent savent ce que c'est la Sarre, la Rhénanie-Palatinat, le Luxembourg, la Wallonie et la Lorraine. Mais une fois qu'on a dit ça, voilà, on a dit une grande région administrative. Mais aujourd'hui, la grande région, c'est le Luxembourg qui est un peu le pôle d'attraction et 60-70 km autour, qui est la grande zone d'échange économique, comme le rappelait Mathieu Klein. C'est là où on est en train de voir... Président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Voilà, c'est là où on est en train de voir tout ce qui s'y passe, les frottements aux frontières. Voilà, deux frontières qui se frottent, ça crée toujours de l'énergie et ça crée plein de choses. Et c'est là qu'il faut se mettre en position pour travailler et faire travailler les acteurs ensemble et pas chacun de son côté de la frontière. Et donc le travail du cluster, c'est ça. Et qu'est-ce qu'un cluster? C'est mettre les gens ensemble. Les fondamentaux, c'est ça. Donc on met les gens ensemble, on discute avec eux. Vous avez tel problème, on va chercher une solution. Il n'y en a peut-être pas, mais on va au moins chercher une et voir comment vous pouvez travailler ensemble. Et ça va être notre travail de tous les jours. Quel est le statut administratif de ce cluster ESS Grande Région, Bernard Lahure, et comment est-il né? Alors, le cluster, il est né d'un travail que faisait déjà Ecotransfert à l'origine, où dans les premiers projets européens qu'on faisait, par nature, on a toujours investi l'économie sociale et solidaire. Et on avait vu que des petites entreprises de l'ESS, côté luxembourgeois, côté belge et français, avaient des grandes capacités ou des choses à faire ensemble, mais qu'ils ne le faisaient pas parce qu'ils avaient déjà leurs problèmes arithmétiques à régler eux-mêmes. Dès qu'ils se frottaient au transfrontalier, ça devenait ingérable, ils n'avaient pas les compétences. Donc on s'est dit, on va amener quelque chose. On a proposé ce projet-là au ministère du Travail luxembourgeois, le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire et au département. On a fait 2 réunions, ils nous ont dit c'est super l'idée, on va vous aider à la mettre en place. Donc ils sont devenus les porteurs de l'idée. Nous on était très contents quand une idée est portée par le schéma politique local, ça veut dire que l'idée est bonne au moins. Et donc du coup là maintenant on en vient à travailler et à déployer ce cluster sur le territoire. Et on n'est pas là pour faire à la place d'eux, mais on est bien là pour répondre aux besoins de ce qui va être observé. Alors cette première convention d'affaires transfrontalière organisée par précisément ce cluster ESS Grande Région, Bernard Lahure, est placé sous le thème des achats responsables. Achat, on connaît, responsable, je vois bien. Achat responsable, c'est quoi? Les achats responsables, c'est aujourd'hui tout ce qui conditionne le développement durable. On parle d'achat responsable, achat durable. Ces achats-là, ça va être les achats qui vont faire que demain, notre monde il va être plus durable. Ça veut dire relocalisation de l'économie, faire que l'économie soit locale, prendre en compte le développement durable. Ça veut dire faire des produits, comme on le disait tout à l'heure à la table ronde, qui soient recyclables. On produit aujourd'hui des produits bourrés d'électronique qui ne sont pas du tout recyclables. Donc c'est penser le recyclage, c'est penser le développement local. Voilà ce que c'est l'achat responsable. Et c'est engager les acteurs locaux dans ce type d'achat pour soutenir leur économie locale. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'il y a des achats irresponsables? Ça a été dit ce matin à la tribune précisément, Bernard Lahure. Les achats irresponsables, on n'est pas donneur de leçons ni de choses comme ça. En fait, les gens font ce qu'ils peuvent quand ils achètent, ils deviennent de plus en plus responsables dans leur achat, mais il faut qu'ils aient une offre, on doit construire l'offre, et puis quelque part, on doit former les gens. C'est pas en les accusant qu'on les amènera à faire des choses, mais c'est bien en leur montrant l'intérêt général de faire cela qu'ils iront à le faire. Donc voilà, donc dire que quelque chose est irresponsable, oui, mais on est toujours irresponsable de quelque chose envers l'autre. Donc aujourd'hui, c'est très difficile de dire... en même temps, quand je prends la route et que je me fais doubler à 150, là où c'est limité à 110, je me dis que voilà un chauffeur irresponsable. Et c'est un autre débat. Voilà. Bernard Lahure, vous êtes gérant d'Ecotransfert et c'est à ce titre que vous êtes le coordinateur de cluster. 2 mots aussi sur Ecotransfert précisément. Ecotransfert est une structure qui est née côté français en 2013, qui aujourd'hui est côté luxembourgeois pour des raisons diverses et variées. Nous sommes un activateur économique transfrontalier. On est une équipe de 5
personnes comprenant à la fois des sociologues, des économistes. Ça fonctionne un peu comme un bureau d'études? Voilà, c'est un bureau d'études, mais au service de la grande région et au service de valeurs. C'est pour ça qu'on vient d'avoir le statut Société d'impact sociétal au Luxembourg, au service de valeurs dont sont l'engagement des citoyens dans les prises de décision. On travaille sur le concept de ce qu'on appelle les territoires apprenants. C'est mettre les gens en face d'être en capacité d'apprendre eux-mêmes et de gérer leur territoire. Et ça demande beaucoup de travail de fond et autres. Et voilà, c'est ce qu'on fait au jour le jour à Ecotransfert. Les tablés, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, en tout cas les rencontres vont démarrer. Ça va se passer comment derrière nous, là, dans cette salle de sport de Mont-Saint-Martin, Bernard Lahur, très concrètement? Très concrètement, les entreprises, quand ils sont inscrites, ils avaient un choix de rencontres à faire. On les a mis en face de ces choix-là. Et maintenant, là, dans quelques minutes, chaque entrepreneur va avoir un numéro de table, va se mettre assis. L'entreprise qui l'a demandé a aussi son numéro de table et ils vont se mettre assis et vont discuter ensemble. Et à 80%, c'est des entreprises de l'ESS qui vont discuter avec des entreprises de l'économie classique pour développer leur achat responsable. Voilà. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Colore le monde, sans feutre, sans épreuve ni bombe, indolore, les murs écoulent dans le fleuve, la facture en monnaie de singe, fraîche blanche comme le linge, à jamais répand du phare sur les hommes, car le temps colore la foule, colore mes veines, chaque jour il me révèle, en chair de poule, en bleu du ciel, et la foule sort de mes veines. Oui, comme le temps est un ami, il colore mon pays. Tes dieux, mes sœurs, j'en vois de toutes les couleurs. Pour les cieux, mes frères s'engagent sur des routes à l'envers, mais là-haut décide, fait le ménage, fait le vide sur la peau, répand du phare sur les hommes, comme le temps colore la foule, colore mes veines, chaque jour il me révèle, en chair de poule, en bleu du ciel, et la foule sort de mes veines. Oui, comme le temps est un ami, il colore mon pays. Colore la foule, colore mes veines, chaque jour il me révèle, en chair de poule, en bleu du ciel. Jeudi 6 juin 2019 se déroule à Mont-Saint-Martin, c'est à côté de Longwy, tout au nord du département de Meurthe-et-Moselle, la première convention d'affaires transfrontalière des achats responsables organisée par le cluster de l'économie sociale et solidaire. Grande région, à savoir l'Allemagne, la Belgique, la France, Luxembourg. Et ce matin, après une matinée consacrée à une table ronde, et bien là, à l'instant, viennent de démarrer ces rencontres B2B d'entreprises, et parmi lesquelles on s'arrête à une table, un peu au hasard. Bonjour. Bonjour, Comment vous appelez-vous? mon nom est Nadia Cellier. Nadia, qu'est-ce qui vous amène, vous êtes belge si je comprends bien, que faites-vous dans la vie et qu'est-ce qui vous amène à participer à cette première convention d'affaires transfrontalière des achats responsables?
Donc, je suis la directrice de la Lorraine Service. Donc, la Lorraine Service est une entreprise de travail adapté. Donc, nos principales, activités sont le nettoyage industriel, le lavage de vitres, les travaux de peinture, les espaces verts. Donc, les espaces verts, pas de création, simplement donc de la tonte, de la taille. Et nous avons aussi un service de mise à disposition de personnel dans les entreprises. Qu'est-ce qui vous amène ici à cette convention d'affaires transfrontalière et est-ce que vous en avez besoin pour votre activité et pour le développement de votre activité? Alors, je pense qu'il est toujours important de pouvoir développer son activité. Alors, ce qui m'a amené ici, c'est évidemment économie sociale. Pourquoi économie sociale? Nous sommes une entreprise d'économie sociale. Les entreprises d'économie sociale, en tout cas en Belgique, doivent imbriquer le social vraiment et l'économique. C'est ce qui est à l'heure actuelle assez compliqué. Et donc l'important c'est de faire du business puisque nous sommes situés à quelques kilomètres de la frontière, tant sur la France que sur le Grand-Duché. Pour moi, il est important de pouvoir, en tant que d'économie d'échelle, de pouvoir travailler avec des partenaires, peu importe leur nationalité, qu'ils soient français ou luxembourgeois, mais de proximité. Est-ce que vous notez, Nadia Sellier, des disparités culturelles entre les différents pays sur les différents marchés, ou est-ce qu'aujourd'hui ces frontières culturelles précisément ont disparu ou pas? Je pense que les frontières en termes de business ont disparu. Je pense que les mentalités sont probablement différentes entre les pays, mais je pense que la dimension sociale, pour moi, elle n'a pas de frontières, elle n'a pas de nationalité. Et donc, il me paraît important, en tout cas, de mettre au travail des personnes, qu'elles soient handicapées ou défavorisées, et peu importe leur nationalité. Alors, tous les participants ici à cette première convention ont des badges. Vous aussi, Nadia, vous avez un badge sur lequel figurent les différents rendez-vous qui sont notés. Alors, au hasard, aujourd'hui, cet après-midi, vous avez rendez-vous avec qui? Alors, cet après-midi, j'ai rendez-vous avec Sylviane Pierrel de la société Batigère. Qui est une responsable de développement immobilier. Importante société HLM voilà. En France. Et donc, moi, je me dis aussi, j'ai voulu la rencontrer. Pourquoi? Parce que comme nous faisons, nous, du nettoyage industriel, donc des bureaux, des communs, etc., je me dis, tiens, c'est tout près, pourquoi pas? Est-ce qu'un jour, il y a une opportunité de faire du business ensemble? Au moins 5 ou 6 rendez-vous prévus cet après-midi. On ne va pas tous les lister parce que là, c'est l'heure des tables rondes. Merci, Nadia. Merci à vous. Au revoir. Durablement vôtre, Eric Mutschler. On va changer de tablé ici à cette première convention d'affaires transfrontalière des achats responsables à Mont-Saint-Martin. Toujours beaucoup de monde. Ils sont là, chacun 2, 3 par table pour échanger, pour discuter, pour se rencontrer, faire des affaires, bien sûr. C'est le but du jeu, mais des affaires responsables. Jérémy Brotte, vous êtes consultant au sein de l'agence 106 Conseil. En quoi consiste votre travail? Notre travail consiste à fournir des informations, à assister et à accompagner les associations sans but lucratif à s'orienter et à créer un régime de société d'impact sociétal. Donc, 2 mots sur ces sociétés d'impact sociétal. J'imagine que c'est un concept juridique luxembourgeois. Oui, c'est purement luxembourgeois. Donc c'est un statut réservé aux entreprises sociales luxembourgeoises. Et pour obtenir ce statut-là, il faut demander un agrément spécial auprès du ministère du Travail, de l'Emploi et de l'économie sociale et solidaire. Et qu'est-ce que ça apporte pour une structure, une association notamment, d'avoir ce statut de société d'impact sociétal? J'imagine que c'est assez proche de ce que l'on connaît de la loi Hamon de 2004 en France. Je ne sais pas si vous connaissez ces dispositions-là en France. Pas trop, mais l'intérêt, en fait, c'est de pouvoir créer une société où l'impact est mesurable. Chaque année, le ministère vérifie que l'impact est bien rempli, que vous avez vraiment un rôle social. Et puis également, si vous constituez une société d'impact sociétal avec 100% de part d'impact, c'est-à-dire que l'intégralité des bénéfices est réinvestie dans la société, vous pouvez avoir un régime fiscal intéressant. Vous pouvez aussi
avoir des donations, vous pouvez aussi demander des subventions. Donc vous avez plusieurs sources de financement au-delà en fait des revenus provenant des activités économiques. Beaucoup de structures bénéficiant de statut de société d'impact sociétal au Luxembourg, Jérémy Brott, à l'heure actuelle. En ce moment, il y a à peu près une vingtaine de sociétés d'impact sociétal déjà créées, mais nous avons déjà une dizaine de dossiers en cours, des entreprises de secteur privé ou des associations qui veulent créer une société d'impact sociétal. On a parfois du mal à imaginer le Luxembourg se préoccuper de sociétés d'impact sociétal. Ce matin, pendant la table ronde, on a parlé d'achats responsables et donc par opposition, évidemment, on peut se dire mais ça veut dire qu'il y a des achats irresponsables. S'il y a des sociétés à impact sociétal, on va dire positif, ça veut dire aussi qu'il y en a qui n'ont un mauvais impact sociétal. Peut-être que le Luxembourg est particulièrement concerné par ce statut-là. Oui, parce qu'en fait, il y a une spécificité luxembourgeoise. En fait, ça permet de valoriser les entreprises qui interviennent dans le secteur social avec un vrai statut juridique adapté, qui leur permet en fait à la fois de poursuivre une activité économique rentable, mais également avoir des considérations d'impact sociétal qui sont mesurables et vérifiées par l'État. Voilà. Mais justement, Jérémy Brott, est-ce que toutes les entreprises, qu'elles soient luxembourgeoises ou pas, ne devraient pas avoir, par définition, un impact sociétal positif? Sinon, on est dans une forme de pillage. Oui, on devrait forcément, mais après... Ce serait un beau créneau de développement pour votre société, sans si je conseille. Oui, c'est vrai que dans un monde parfait, il faudrait que toutes les entreprises aient un impact social ou environnemental durant toute leur activité. Mais sauf qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un monde parfait. Après la Belgique, le Luxembourg, eh bien, on va se tourner vers l'Allemagne avec vous, Sylvia Weissmüller. Guten Tag. Guten Tag. Je dis juste Guten Tag, mais on va continuer en français, tout le temps vous le pratiquez merveilleusement bien. Sylvia, ça va être pratique pour tout le monde. Vous êtes responsable de projet d'une organisation, vous allez nous expliquer, qui s'appelle Saharis, c'est en Sarre. En quoi consiste cette activité et puis que venez-vous faire ici dans cette première convention d'affaires transfrontalière des achats responsables? Oui, notre projet, nous, on soutient les petites et moyennes entreprises en Sarre pour développer une stratégie de durabilité. Et on fait ça avec beaucoup de partenaires de la région. Et aujourd'hui, nous sommes là parce qu'on aimerait bien trouver des autres partenariats, des partenariats transfrontaliers. Et nous sommes très contents d'être là aujourd'hui et on a déjà fait beaucoup de contacts intéressants. Alors vous avez du mérite parce que vous n'êtes que deux sur les plus d'une centaine de participants aujourd'hui à cette première convention. Comment ça se fait, Sylvia Weissmüller, que voilà, vous ne soyez que deux représentants allemands? Alors ça tient peut-être sans doute à la barrière de la langue. Et puis deuxième question, on cite souvent l'Allemagne comme étant très en avance sur les questions d'écologie, mais aussi d'économie sociale et solidaire. Est-ce que d'après vous c'est justifié ou pas? Je pense que c'est, comme vous avez déjà dit, c'est surtout la barrière langue qui a empêché maintenant qu'il y a plus des représentants allemands ici. Et bon, j'espère que ça va changer à l'avenir. Oui, vous avez raison. On a déjà beaucoup de stratégies durables en Allemagne. Par contre, surtout pour les petites et moyennes entreprises, on voit qu'eux, ils sont très motivés de faire quelque chose, mais souvent il y a un manque de ressources personnelles et ressources pour vraiment être actives. Mais pour autant, alors vous maîtrisez, je le disais, et ça s'entend parfaitement le français, vous avez le sentiment que culturellement les Allemands sont plus en avance, ou est-ce que c'est une image, une représentation que l'on a? Est-ce que la législation est plus favorable en Allemagne qu'en France sur les questions de développement durable ou pas? Oui, on a vraiment des lois, par exemple maintenant pour les grandes entreprises, eux, ils sont obligés de faire des rapports de durabilité avec leur bilan. Et maintenant aussi déjà depuis cette année-là, même les banques, eux, ils regardent ces rapports-là et ils donnent la crédibilité selon ces rapports-là. Donc, je pense qu'on a déjà des lois très strictes, surtout au secteur d'environnement, qui, bien sûr,
accès qui améliore cette motivation des entreprises d'être acteurs de durabilité. Qui rencontrez-vous aujourd'hui à cette première convention d'affaires transfrontalière, Sylvia Weissmuller? Bon, on a déjà rencontré par exemple IMS Luxembourg et aussi des entreprises françaises et encore des acteurs de la Belgique. Eh bien, on va vous laisser retrouver et en vous souhaitant de faire de bonnes affaires. Merci Sylvia Weissmuller. Merci beaucoup. Wer ist draußen? Ich male eine Linie, du darfst nicht vorbei. Da trifft Luft auf Luft, da trifft Land auf Land, da trifft Haut auf Blei. Wo ist oben, wo ist unten? Wer könnte, wer wollte das ändern? Was geschieht in den Ländern an ihren Rändern? Es gibt Frontex und Pushbacks, Zäune, Waffen, Flüchtlingsabwehr, Konferenzen. Das Mittelmeer wird ein Massengrab, es gibt Grenzen. Sie führen zu Nationalismus mit seinen bekloppten Konsequenzen. Man entrechtet Leute nur weil sie von irgendwo kamen. Es gibt Grenzen. Könnten Sie diese Antwort bitte sinngemäß richtig ergänzen? Was liegt möglicherweise im Kern des Problems? Es gibt Grenzen. Ich melde mich ab, ich will einen Pass, wo Erdenbewohner drin steht. Einfach nur Erdenbewohner, sagt mir bitte, wohin man da geht. Ich melde mich ab, ich melde mich um, es kann doch so schwierig nicht sein. Schreibt einfach nur Erdenbewohner da rein. Wir ziehen eine Grenze im Himmel, ein Gott ist hier und einer ist dort. Dann drohen sie sich mit den Fäusten in Ewigkeit und so fort. Da muss es was Besseres geben. Frieden bringt kein Götterbote. Wir haben's ein paar tausend Jahre mit Grenzen versucht, es gab sehr viele Tote. Nennt mich naiv, es ist mir egal, aber ich finde es reicht. Ich suche das Land, in dem jeder dem anderen in Staatsunangehörigkeit gleicht. Ich melde mich ab, ich will einen Pass, wo Erdenbewohner drin steht. Einfach nur Erdenbewohner, sagt mir bitte, wohin man da geht. Ich melde mich ab, ich melde mich um, es kann doch so schwierig nicht sein. Schreibt einfach nur Erdenbewohner da rein. Ich schließe die Tür und genieße die Stille. Ich grenze mich ab, das muss sein. Jeder hat seine Grenze. Nous sommes toujours à la première convention d'affaires transfrontalière, première édition en tout cas, des achats responsables organisés par le cluster de l'économie sociale et solidaire Grande Région, ça veut dire qui réunit l'Allemagne, la Belgique, la France, le Luxembourg. Aujourd'hui à Mont-Saint-Martin, c'est à côté de Longwy, jeudi 6 juin 2019. Nous avons rencontré des acteurs belges, luxembourgeois, allemands. Dominique Isler, vous êtes président d'Énergétique. Ça veut dire quoi ? Alors, Énergétique, c'est une coopérative à intérêt collectif. On s'est donné comme mission de la promotion des énergies renouvelables. Mettre de l'éthique dans l'énergie. Coopérative d'intérêt général, ça veut dire que vous faites le choix d'un mode de gouvernance qui n'est pas celui d'une entreprise classique. Et c'est d'ailleurs ce qui vous vaut, j'imagine, le statut d'acteur dans l'économie sociale et solidaire. C'est avant tout une coopération. Une coopération, donc pour coopérer, il faut avoir aussi la possibilité de dire non. Et pour moi, intégrer les employés au capital, c'est du bon sens, c'est de les intégrer dans la stratégie de l'entreprise et dans le développement et le devenir de l'entreprise. Qu'est-ce qui vous a motivé aujourd'hui à faire partie, à participer à cette première convention d'affaires transfrontalière? Alors on l'imagine, puisque c'est une convention d'affaires, vous êtes aussi là pour faire du business, mais c'est un business un peu particulier quand même. Moi je fais partie du CJD, du Centre des jeunes dirigeants, et je n'oppose pas l'entreprise classique à l'entreprise de l'économie sociale et solidaire.
Pour moi, l'intérêt de gagner de l'argent dans l'entreprise, c'est pas un but, c'est un moyen de perdurer l'activité. Et c'est plutôt, intelligent et une gestion de bon père de famille de l'entreprise plutôt que de rémunérer du capital. On parle beaucoup de capital dans l'économie. On parle beaucoup du CAC 40, mais ça représente peut-être 5% des entreprises et le restant des autres entreprises sont plutôt un gestionnaire de bons pères de famille. Y compris d'ailleurs sur le plan de l'emploi. On ne rappellera jamais assez que le premier pourvoyeur d'emploi, c'est l'artisanat. Oui. Est-ce que vous notez des différences culturelles, des différences d'approche et de rapport à l'économie et peut-être même à l'argent, entre les différents acteurs allemands, belges, luxembourgeois, bien sûr français, ici à cette convention d'affaires Dominique Isler? Pour l'instant, je n'ai pas vu de différence d'approche. Peut-être que plus dans la culture allemande, organiser la réflexion des employés à la stratégie de l'entreprise est plus présente, mais on va y aller aussi. Ah, vous pensez qu'on va pouvoir comme ça faire évoluer. Alors, vous êtes, je le vois sur votre carte de visite, installé à Baronville, c'est en Moselle. Vous êtes là, on connaît leur histoire évidemment, il y a aussi cette proximité culturelle avec l'Allemagne. Vous pensez que c'est typiquement mosellan ou ça peut s'étendre sur le reste du territoire français? Je pense que c'est du bon sens. Là, moi, j'ai créé plusieurs entreprises. C'est la première fois que je crée en coopérative. Et l'intérêt, vraiment, c'est le partage des idées. On avance peut-être un peu moins vite parce qu'on réfléchit, mais on prend les meilleures décisions que si on est tout seul. Durablement vôtre, Eric Mutschler. À cette première convention d'affaires transfrontalière des achats responsables qui se déroule aujourd'hui à Mont-Saint-Martin, c'est près de Longwy, en Meurthe-et-Moselle, participe beaucoup de monde, dont vous, Paul Muller, bonjour. Bonjour. Paul Muller, vous êtes responsable pédagogique du master Entreprise de l'économie sociale et solidaire qui se déroule à la faculté de droit, d'économie et d'administration de Metz. Il y a donc aujourd'hui une formation universitaire pour apprendre à peut-être diriger ou intervenir dans une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Oui, tout à fait. Donc le master de entreprise de l'économie sociale et solidaire vise à apporter une formation d'encadrement au métier d'encadrement, donc au sein des structures de l'économie sociale et solidaire déjà d'une part, mais aussi au sein de structures qui sont en relation avec les structures de l'ESS. Donc ça peut être par exemple des entreprises ayant une fibre ESS, voilà, sous quelque forme qu'elle puisse être, ou des acteurs de la puissance publique. Donc par exemple des collectivités, mairies, départements, donc conseil général, ou conseil régional. Un étudiant, une étudiante qui s'inscrit dans un master entreprise de l'économie sociale et solidaire, quelle différence y a-t-il entre un master classique d'administration d'entreprise? Est-ce qu'il y a une philosophie particulière? J'imagine que oui, bien sûr, dans l'économie sociale et solidaire, Paul Muller. Oui, absolument. Il faut savoir que l'économie sociale et solidaire, donc déjà, statutairement, les structures de l'économie sociale et solidaire sont souvent différentes, on va dire, des entreprises de droit commercial, on va dire. Mais surtout, ce qui est important, c'est que les structures de l'économie sociale et solidaire fondent leur projet entrepreneurial sur des valeurs spécifiques qui sont des valeurs d'ordre humaniste liées à aussi des objectifs de développement durable. Est-ce qu'il y a un profil particulier? Vous venez de le dire à l'instant, on peut aussi l'imaginer, parce que sinon, si j'ai juste envie, si mon projet de vie, ça a été dit ce matin d'ailleurs par Philippe Lerobidois à la tribune, si mon projet de vie c'est simplement de m'acheter une Porsche Cayenne, j'imagine qu'on ne s'engouffre pas forcément dans un master de l'ESS. Est-ce qu'il y a des profils particuliers, des étudiantes et des étudiants qui s'inscrivent dans votre master, Paul Muller? Alors, les étudiants qui s'inscrivent à mon master sont essentiellement des étudiants en poursuite d'études.
Alors, c'est-à-dire que bon, ces étudiants, voilà, ils ont fait leur licence et puis leur 4e année et ils s'inscrivent à mon master. Dans quel domaine à ce moment-là? Alors, dans le parcours essentiellement, principalement des étudiants qui ont déjà une formation en management, en gestion d'entreprise, mais pas que. Très souvent, voilà, chaque année, j'ai des dossiers d'étudiants, souvent des très bons étudiants qui ont des parcours voilà, un peu qui s'écartent de ce profil privilégié. Après, il y a aussi des étudiants qui sont en reprise d'activité, en reprise d'études, pardon. Donc souvent, ce sont des étudiants qui ont travaillé pendant quelques années dans une entreprise et puis ils se retrouvent dans une situation qui n'est pas forcément très confortable, qui est celle de se poser la question du sens qu'ils attribuent à leur métier. Et justement, l'économie sociale et solidaire, comme je l'ai dit auparavant, est porteuse de valeurs, mais aussi est porteuse de sens. Hein. Le travail, le travail, on sait pourquoi on travaille. On viendra vous voir pour passer un peu plus de temps avec vous, Paul Muller. Là, c'était l'occasion de vous rencontrer. Est-ce qu'il y a l'équivalent d'un master de l'ESS dans les autres pays qui, par exemple, font partie de ce cluster de l'économie sociale et solidaire, grande région, je rappelle l'Allemagne, la Belgique, la France et le Luxembourg, ou est-ce qu'on ne trouve un tel master qu'à l'Université de Lorraine, en l'occurrence sur le campus de Metz? Alors, au niveau international, je ne peux pas vraiment vous dire. Mais par contre, bon, il y a au niveau national quelques masters. On est recensé aux alentours d'une quarantaine, autant que je me souvienne. De l'avenir pour les jeunes diplômés oui. Titulaires d'un master? Ah oui, absolument, parce qu'ils sont appelés à intégrer voilà, des structures de l'économie sociale et solidaire. Alors ça peut être des structures de très grande importance, par exemple une banque comme la Caisse d'épargne ou la Banque Populaire, ou des toutes petites structures de type SCOP ou SKIC. Merci Paul Muller. Je vous remercie. Plein de produits locaux, c'est sain, de paniers bio. Viens, rejoins le réseau. Tiens, prends ta part du gâteau, c'est effectif. On se mobilise en collectif, on se galvanise. Nord, sud, autour de la table pour relever le défi du commerce équitable. Je l'ai fait avec mes mains, ça sort pas du magasin. C'est une pièce unique, pas une énième réplique. Une chose qui a surgi dans ma tête, qui aujourd'hui est bien faite, qui me rend fier de moi, de ce que je sais faire avec mes doigts. Quel plaisir de profiter de ce qu'on a créé. Que ce soit du miel, une table ou de quoi se maquiller. C'est sûr que c'est pas parfait, mais c'est moi qui l'ai fait. Ouais, c'est lui qui l'a fait. Que la lumière soit et la lumière fut. Que la terre soit et la terre fut. Un peu de vert par-ci et beaucoup de bleu par-là. Mon boulot, c'est trop chouette. Toi, je crée des planètes dans la glace. J'insuffle la braise de la vie. Et mon monde fleurit. À mon image de vous est modelé. Prends le pouvoir de l'univers. À toi de faire. Fais-le. Fais-le. Plus rien à bouffer, les boulangeries sont fermées. Dans mon placard, j'ai que de la farine de blé complet. Au sel et le vin, 1 heure après, j'ai fait mon pain. 2 pas dans le jardin, je cueille tomates et mesclun. Les graines, c'est un cadeau du voisin. À le v'là qui débarque avec ses falafels au cumin. 100% fait main, tel sera notre festin, ouais. Si tu veux un vélo, fais-le. Si tu veux un gâteau, fais-le. Si tu veux une sucette, fais-la. Si on t'en empêche, bouge-toi le derche. Si t'as des cruches, fais-les. Que t'as chaud, que t'as séché, fais-l'eau. Que t'as les crocs, t'en peux plus, fais-le. Si t'es un chat, fais-l'un. Que tu veux grandir, fais lion. T'aimes dormir, fais lit. T'es jouette, fais loi. Fais ton pain, fais le vin, fais du vin, fais le bien. Puis fais le malin, fais en mandarin. Fais ta main, fais du lien, fais du gras à ta fée, tiens. Fais un rien, on s'en fout, ou sois fou, fais tout. Fais-le.
I wanna do it, yes, I'm gonna do it. I wanna do it, yes, I'm gonna do it. Do it, do it, do it. Mathieu de France, vous participez aujourd'hui à cette première convention d'affaires transfrontalières des achats responsables organisée par le cluster de l'économie sociale et solidaire Grande Région. C'est à Mont-Saint-Martin en ce jeudi 6 juin 2019. Vous êtes aujourd'hui chargé de mission au parc naturel de Gaume, c'est en Belgique, mais ça n'a pas toujours été votre métier. Non, pas du tout toujours mon métier. J'ai travaillé pendant 5 années avant dans le monde du conseil. Donc en industrie d'abord, dans la pharmaceutique et ensuite dans le milieu de la finance à On est quand même Luxembourg. très éloigné de la préoccupation d'un parc naturel. On est très éloigné de la préoccupation d'un parc naturel, tout à fait. J'ai décidé de changer il y a 6 mois pour des raisons qui m'appartiennent, je dirais, pour des valeurs qui me touchent plus aujourd'hui, notamment liées à la nature. J'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup son contact et c'est pour ça entre autres que j'étais amené à changer, mais également pour une question d'impact, je dirais, ne trouvant pas beaucoup de sens dans ce que je faisais auparavant. Quelle est votre formation initiale, Mathieu de France? Donc j'ai fait Sciences Po à Bruxelles. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune diplômé de Sciences Po qui va travailler, parce que j'imagine que vous saviez où vous mettiez les pieds quand on travaille dans la haute technologie, dans les grandes entreprises, dans la finance. Qu'est-ce qui se passe à un moment donné pour que l'on bifurque comme ça, on change totalement? C'est quoi? C'est une lente maturation ou est-ce que c'est un déclic comme ça tout d'un coup, un matin on se réveille? C'est un peu tout ça. C'est une lente maturation. Oui, c'est une pression au niveau du travail aussi, une qualité de travail qui est très difficile en tant que frontalier au Luxembourg. Je dirais les trajets sont de plus en plus difficiles et ça je ne pouvais plus les vivre. Au niveau du management, de manière générale dans des grandes entreprises, des Big Four, ce qu'on appelle donc KPMG dont je faisais partie, on ressent une lente et douloureuse pression du management qui intervient de plus en plus et avec laquelle c'est de plus en plus difficile de vivre. Et après le sens dans le travail, c'est-à-dire que travailler pour des fonds d'investissement, à faire des tableaux Excel jour après jour et avec des horaires très difficiles, c'est quelque chose... Rien que de vous écouter les raconter, Mathieu de France, on n'a pas envie de les faire, ce tableur Excel. C'est indiscret si je vous demande votre âge? J'ai 31 ans. Est-ce que vous représentez, Mathieu de France, une nouvelle génération précisément de diplômés qui ont la capacité peut-être de gagner beaucoup d'argent dans le système classique et puis qui sont en quête aujourd'hui de sens, de se dire mais gagner de l'argent c'est bien, mais il faut que ça me rapporte aussi quelque chose sur le plan humain. Je ne sais pas si je représente en tant que tel cette génération-là, mais en tout cas c'est clair qu'on peut ressentir de plus en plus une mouvance chez les jeunes, une perte de sens dans le travail classique, les jeunes n'ont plus envie de faire une carrière 20 ans dans une même société, et un rapport à la nature qui est de plus en plus présent, et à des problématiques sociales qui est de plus en plus présent aussi. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Vinandi, quand on est comme vous, directeur général du Forum pour l'emploi au Luxembourg, on est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? On est plutôt coup de cœur. On vous écoute. C'est une activité au Luxembourg, une initiative de réinsertion de chômeurs. Donc, on offre la possibilité à des gens qui sont éloignés du marché du travail, on leur donne la possibilité de se développer, de reprendre leur vie et de refaire quelque chose de leur vie qu'ils ont peut-être perdu au cours de leurs années passées. On appelle ça en France une entreprise d'insertion, c'est un peu la même chose? C'est un peu la même chose. Au Luxembourg, ce n'est pas vraiment une entreprise de réinsertion parce que c'est aussi bien une entreprise qu'un atelier de réinsertion parce qu'on fait aussi de la formation dans des ateliers aussi bien que des services offerts qu'on offre à tous les partenaires possibles, privés ou administratifs ou administration. Ça veut dire, Pete Vinandi, qu'il y a au Luxembourg des gens éloignés de l'emploi. Ce n'est pas tellement l'image que l'on a en France du Luxembourg. Mais bien évidemment, il y a des personnes très éloignées du marché du travail.
On a pour l'instant au Luxembourg un taux de chômage qui est assez élevé pour un petit pays. Combien ? Il est de 6%, je crois. Donc on a environ 17 000 chômeurs. Et les gens qu'on encadre, c'est surtout des personnes qui sont toujours au chômage. Même si on aurait un plein emploi, ce seraient toujours des personnes qui ne trouveraient pas d'emploi qui sont chez nous. Mais justement, Pete Wielandy, directeur du Forum pour l'emploi au Luxembourg, vous n'êtes que comme ça dans le coup de cœur, tout va bien, c'est un peu le monde des bisounours, c'est quand même, dites-moi, des choses qui ne vont pas, on a envie de pousser des cris par moment, non? Ah oui, bien sûr, c'est pas que du coup de cœur, pour moi le coup de cœur, c'est surtout l'activité qu'on offre à ces gens, ou la possibilité qu'on offre à ces gens, mais toute la problématique qu'il y a derrière, c'est plutôt coup de gueule, c'est la même problématique qu'en France, qu'en Belgique. Ces gens ont les mêmes besoins, les mêmes défaillances que dans les autres pays. Mais l'activité, pour moi, reste un coup de cœur. Il faut, si on travaille dans ce secteur de l'économie sociale et solidaire, il faut aussi un côté coup de cœur, d'avoir envie d'aider des personnes, d'avoir envie de leur offrir des possibilités qu'ils n'auraient pas sans votre activité. Est-ce que l'économie sociale et solidaire au Luxembourg correspond à un volume que l'on retrouve à peu près partout dans le monde, à savoir à peu près 10% de l'activité économique, ou est-ce que ça reste beaucoup plus marginal que ça? Première partie de la question, Pete Wielandy, et deuxième partie de la question, est-ce que on peut imaginer que l'économie sociale et solidaire devienne le modèle dominant de demain? En ce qui concerne l'envergure, je crois que c'est comparable à d'autres pays. Ça tourne aussi autour des 10%. Ça peut varier jusqu'où dans les différents pays. On délimite l'économie sociale et solidaire, mais je crois que en général, c'est un peu pareil comme en France, comme en Belgique, comme aux Pays-Bas. Est-ce vraiment le modèle pour la suite? Je crois que le modèle est aussi un synonyme d'échec de l'autre. Pourquoi est-ce que l'économie sociale et solidaire est là? C'est parce que l'autre modèle a un peu échoué. Donc c'est une petite réparation pour l'autre modèle. J'espère que l'économie sociale et solidaire ne sera pas le modèle idéal pour notre société, parce que ça aurait des problèmes, ça causerait beaucoup plus de problèmes que l'économie sociale et solidaire ne peut pas résoudre elle-même. Mais un côté économie sociale et solidaire ferait du bien à d'autres entreprises, et ne pas que d'en parler ou de faire un peu de publicité avec. C'est surtout un esprit qu'il faudrait transmettre aux patrons d'entreprises du marché traditionnel. Remettre du sens et de l'humain dans l'économie. Oui. Comment est-ce que le pays des banques, c'est l'image qu'on a du Luxembourg, traite l'économie sociale et solidaire? Est-ce que c'est secteur un peu alibi ou secondaire, ou est-ce que ça correspond à un vrai besoin sociétal? C'est bien que vous posiez la question, parce que je crois que le secteur bancaire, ou les gens qui travaillent dans le secteur bancaire, ne savent pas qu'il y a de l'économie sociale et solidaire dans le pays. Ils croient que tout est rose, tout est bien. Ils travaillent à Luxembourgville, ils ne voient jamais des personnes éloignées du marché du travail. Donc je crois que dans ces esprits-là, l'économie sociale et solidaire ne joue pas de rôle. Par contre, si on va plus dans les milieux normaux, les milieux traditionnels, là on voit vraiment la nécessité. Ça, c'est sur les 20 ans que je travaille dans le secteur, on a vraiment remarqué que la nécessité d'une économie sociale et solidaire s'est fortement développée. On n'est plus du tout au niveau... Alors ils font de la concurrence déloyale, ce sont tous des drogués, ils travaillent qu'avec... c'est comme un jeu, non, c'est vraiment une nécessité de la société. Et ça a fortement changé, pas encore au secteur bancaire, je crois, mais à la crise en 2009, je crois que le secteur bancaire a touché ou a frôlé l'économie sociale et solidaire, où beaucoup de leurs employés ont frôlé l'économie sociale et solidaire. Justement, durant cette première convention d'affaires transfrontalière, ici concentrée et dédiée aux achats responsables, donc à l'économie sociale et solidaire, nous sommes à Mont-Saint-Martin, tout au nord de la Meurthe-et-Moselle, ce jeudi 6 juin 2019. On a entendu des témoignages de gens qui précisément ont travaillé dans les grandes entreprises, peut-être même les banques, et qui comme ça à un moment donné ont une rupture professionnelle parce que tout d'un coup ils se sont aperçus que leur métier manquait de sens. Oui. C'est aussi ça l'économie sociale et solidaire, y compris au Luxembourg. Ça c'est peut-être le côté coup de cœur que les gens ont remarqué, que l'esprit entrepreneurial peut se traduire aussi dans l'économie sociale et solidaire avec une connotation humaine
qui leur manquait dans les professions qu'ils avaient avant, qu'ils n'ont pas du tout trouvé, et ça leur donne le coup de cœur. Vous-même, Piet Wynandi, vous êtes mieux au Luxembourg ou vous sentiriez mieux ailleurs dans cette grande région? Je me sens bien au Luxembourg, mais j'aime bien aussi la grande région et on a déjà fait beaucoup de projets transfrontaliers avec d'autres entreprises dans la grande région. Voilà pour ce reportage sur la première convention d'affaires transfrontalière des achats responsables organisée par le cluster de l'économie sociale et solidaire de la Grande Région qui se déroulait jeudi 6 juin 2019 à Mont-Saint-Martin en Meurthe-et-Moselle. Avec Bernard Lahure, gérant d'Éco-Transfert et coordinateur du cluster, Nadia Sellier, directrice de La Lorraine, entreprise de travail adapté basée à Arlon en Belgique, Jérémy Brotte, consultant au sein de Sensi Conseil, société d'impact sociétal luxembourgeoise, Sylvia Weissmuller, responsable de projet développement durable chez Saharis, structure parapublique de soutien aux entreprises du Saarland en Allemagne, Dominique Isler, président de la société coopérative d'intérêt général Énergie Éthique à Baronville en Moselle, Paul Muller, responsable pédagogique du master Entreprise de l'économie sociale et solidaire de l'Université de Lorraine, Mathieu de France, chargé de mission au parc naturel de Gaume en Belgique, et Piet Wynandi, directeur général de Forum pour l'emploi au Luxembourg. Merci à Sophie Lewandowski du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle pour son aide précieuse à la réalisation de ce reportage. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du cluster de l'économie sociale et solidaire de la Grande Région, une démarche pionnière en Europe née d'une initiative conjointe du ministère du Travail, de l'Emploi et de l'économie sociale et solidaire du Luxembourg et du département de Meurthe-et-Moselle, à l'adresse clusteress-gr.eu. Vous avez pu écouter dans l'ordre Color par le groupe Les Innocents, paru sur l'album Postpartum, sorti en 1995. Grenzen par le groupe berlinois Tota, paru sur l'album Keine Gefahr, sorti en 2016. Et enfin Fais-le par le groupe bruxellois de rap 100% bio Pang, sorti en vidéo sur les réseaux sociaux en 2017. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission de la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.